Allez, bonjour à tous. On est parti pour une vidéo de présentation du jeu. Je vais faire en sorte de vous expliquer les règles également en même temps, même si je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de toutes les règles, mais au moins ça vous permettra d'avoir un aperçu du livre-jeu, la quête des gemmes de l'éternité. Voilà, donc je répète, c'est un jeu d'aventure, dans un monde fantasy, heroic fantasy, avec 4 héros principaux. Donc on a un guerrier, une archère, et plus tard vous découvrirez 2 autres héros. Voilà, 2 autres héros. Donc l'histoire, là je vais pas vous lire le début de la quête, je vous laisserai découvrir ça directement dans le livre. Mais chaque aventure, la campagne se déroule en aventure, et chaque aventure prend cette forme-là, avec une histoire de présentation, ici. Ensuite, une page de mise en place, les tableaux d'événements et d'activation des monstres, et la carte de jeu qu'on appellera la map. Donc là, les débuts de la quête, je vous fais un petit résumé. Il dit quoi? Il dit que 2 héros, donc Rodin et Sepia, sont tranquillement en train de siroter leur boisson préférée dans la taverne du coin, quand ils sont abordés par un vieux mage, leur disant que le destin de leur royaume, qui s'appelle Agrilla, est menacé par des forces sombres, notamment à cause de la disparition des gemmes de l'éternité. Alors les gemmes de l'éternité, c'est ni plus ni moins que des artefacts qui permettent l'équilibre, qui maintiennent l'équilibre du royaume, du monde d'Agrilla. Donc les héros n'étaient pas au courant de tout ça, donc le mage leur confie que ça va être à eux de jouer, c'est eux les héros de l'aventure, et qu'il va falloir retrouver justement ces gemmes qui ont disparu, avant que le chaos ne prenne possession du royaume. Donc voilà, un petit résumé de l'histoire. Ensuite, on suit la mise en place. Donc là, l'objectif de jeu, c'est de trouver... donc les héros sont conduits par le mage dans un sous-sol, où apparemment, assez gorgé de monstres. Et l'idée, c'est de trouver un indice, trouver une entrée dans ce sous-sol, de manière à accéder encore plus en profondeur et trouver un indice pour justement retrouver cette première gemme de l'éternité. Donc là, l'objectif nous dit bien de trouver la sortie du sous-sol. Ensuite, on a les règles spécifiques du coup à l'aventure. Les 2 héros qui sont Rodin et Sepia, l'archère, ils doivent tout simplement rester en vie pour cette première aventure, donc rien de très compliqué. À partir du moment où vous avez un héros qui meurt, l'aventure est immédiatement terminée. A noter que dans la campagne, vous êtes obligé de réussir chaque aventure pour passer à la suivante. Sinon, vous ne pouvez pas avancer dans la campagne. Les héros jouables, ils sont bien écrits, Rodin et Sepia. Donc vous avez à prédécouper les fiches. Là, je les ai déjà prédécoupées. Vous voyez, ça se présente comme ça, la mise sur la table se présente comme ça prend pas beaucoup de place. Votre livre, vos 2 fiches, vos pions, et puis sur le côté, là j'ai mis des dés qui ne sont pas fournis évidemment dans le livre. Ensuite, on nous dit de prendre en compte les monstres. Donc là, on nous dit bien qu'on a placé dans le réservoir 4 gobs et 2 orques. Alors les gobs, c'est eux. Et les orques, c'est eux. On reviendra plus tard sur les monstres. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien de prendre 4 gobs, donc les 4 pions gobs que vous aurez préalablement prédécoupés à la fin du livre. Donc vous voyez que moi je les ai collés sur du carton, je vous en ai sorti un là. Donc l'idée, c'est de coller sur du carton à peu près de 1 mm, voire plus, d'épaisseur, de manière à ce que vous les prédécoupez, vous les collez, et ça vous fait du coup un pion jouable, bien pratique. Pour les héros, pareil, vous les collez directement sur des pions, ou si vous avez ce type de figurine,
Là, ben, c'est encore plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus agréable, hein. Vous pouvez jouer directement sur le plateau de jeu. Voilà. Donc si vous avez ça à la maison, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on va jouer avec les pions du livre. Donc on disait, on prend les 4 pions demandés hein, par la mise en place et on les met dans ce qu'on appelle le réservoir. Alors c'est un sac où vous pouvez prendre, si vous voulez, une tasse, peu importe. Donc on a 4 gobs et 2 orques. Les 2 orques, on les met dedans. Une fois que c'est fait, on nous dit aussi de placer le chef orc. Alors il faut juste que je le retrouve. C'est bon. Donc lui, on nous dit de le placer à côté, il est là, je le mets là-bas et on verra plus tard, ce qu'on nous dit bien de le placer hors du réservoir. Son apparition sera gérée par le jeu au moment approprié. Donc là, vous mélangez hein, dans votre petit sac sans regarder. On va le mettre là-bas pour plus tard. Et ici, c'est la fin d'aventure. Alors la fin d'aventure, la particularité, c'est qu'on ne la lit pas maintenant. On va la lire, évidemment, que si on réussit l'aventure. Donc voilà le livre, le tableau d'événements, le tableau d'activation des monstres et la map. Alors la mise en place, comment ça se passe? Ben, simple, on commence par prendre les héros, les pions des héros et les placer sur les cases de départ qui sont caractérisées par 2 étoiles. Donc là vous les mettez comme vous voulez, si vous voulez mettre Odin ici ou ici, vous le mettez comme vous voulez. Et ces pierres, on a que 2 héros, 2 étoiles, ça tombe bien. Donc je rappelle, hein, sur la map, on a les étoiles, on a les barricades qui vont nous permettre d'avoir des dés de défense en plus, on a un trésor, on a des portes, ici c'est des portes fermées, donc quand vous les voyez, quand on a le trait vert directement sur la map comme ça, c'est qu'elles sont fermées, il va falloir les ouvrir pour pouvoir accéder à l'intérieur des pièces. Et ensuite, en dernier lieu, on a les zones d'apparition. Alors les zones d'apparition, caractéristique pour eux, c'est qu'il faut à chaque zone d'apparition mettre un numéro, un pion rouge toujours fourni dans le livre sur chaque zone. Donc à chaque numéro correspondant, là par exemple j'ai 1 sur 1, 2 sur 2, etc. jusqu'à couvrir du coup les 6 numéros. Alors ces zones-là, ça porte bien leur nom, hein, c'est à partir du moment où vous allez découvrir ces nouvelles zones, vous allez enlever le pion et du coup faire face à un événement qui se trouvera dans le tableau. Donc voilà, ici je les ai déjà placés pour vous, mais vous avez ce qu'on appelle les pions d'action. Donc là moi j'ai pris des petits cubes noirs hein, que j'ai à la maison, sinon vous avez pareil, vous avez des pions dans le livre directement fournis. Donc vous prédécoupez, et vous mettez ça sur du carton, et ça vous fait des pions que vous venez placer ici. Donc là, pour le coup, j'utilise des petits cubes noirs pour cette aventure. Ici, voilà, donc les cubes, on va les mettre, c'est simple, un cube par case blanche, d'accord, pour chaque héros, voilà. Donc les cubes, on verra après, vont nous permettre de jouer nos héros. Quoi qu'il en soit, la case verte, on ne met pas de cube dedans. C'est une case un peu spéciale qu'on appelle la case de réserve et qui nous permet justement de placer des cubes en réserve de façon à avoir plusieurs actions à un tour suivant. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, donc on a nos fiches de personnage avec les cubes actions dessus, on vient prendre leurs items. Alors leurs items de départ c'est écrit ici, hein. Donc ici vous voyez que le Rodin il a un bouclier, donc vous prenez la carte bouclier et vous la mettez à côté de sa fiche. Et Sepia, elle a un piège du trappeur. Donc pareil, vous prenez le piège et vous le mettez à côté de sa fiche. Voilà. Donc voilà, la mise en place est terminée. Vous voyez que c'est très très rapide. Bon là, je l'ai fait en expliquant, mais il y en a honnêtement pour, je pense, moins d'1 minute à mettre en place, une fois qu'évidemment tous vos éléments sont déjà prédécoupés. Donc on est parti. Donc comment se déroule un tour de jeu dans la quête des gemmes de l'éternité? C'est simple, on commence par la phase de héros. Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase des monstres. Une fois que c'est fait, on vérifie que l'objectif de l'aventure, donc on est sur la fin de round, on vérifie que l'objectif de l'aventure est rempli. Donc oui, non, sinon on repasse à une phase de héros, phase des monstres, etc. Donc voilà, donc donc ça s'appelle un round, hein. Un round est composé d'une phase de héros, une phase de monstre
et une fin de round. Donc ces 3 phases-là font donc un round complet. Donc on va jouer donc la phase des héros. Donc le héros, voilà, ils sont présentés par des fiches personnages. Chaque héros peut jouer une action par cube action qu'il possède en stock. Donc là, vous voyez que Rodin a 2 cubes action, Sepia en a 2 aussi. Donc en tout, je pourrais jouer 2 actions pour chaque héros, sur un total de 4. Donc dans la quête des gemmes de l'éternité, il n'y a pas de notion de un personnage joue en premier, ensuite c'est l'autre, etc. Vous jouez les personnages, étant donné que c'est un jeu principalement fait pour du solo, vous jouez les personnages que vous voulez au moment que vous voulez, à condition de respecter la condition, et du coup de jouer un cube action pour un héros. Par exemple, je peux très bien faire un mouvement de 4 avec Sepia, basculer sur un mouvement de 3 avec Ronin, revenir sur Sepia, etc. Quoi qu'il en soit, quand vous avez joué un cube action, vous le laissez poser sur ce qu'on appelle les bulles d'action ici présentes. Donc j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, hein. Ça c'est en blanc les actions de base, en rouge des actions qui vont coûter 2 cubes action, en vert c'est des actions spécifiques, on reviendra après, qui se jouent pendant le tour des monstres, et en bleu c'est des actions uniques qui s'utilisent qu'une seule fois par aventure, donc à utiliser avec stratégie. Donc là, on va rester simple, hein. L'idée, vous voyez, on est dans un escalier, il n'y a pas de porte, on est dans une pièce carrée. Donc je pense que je vais, dans un premier temps, me déplacer avec Sepia pour découvrir cette zone-là. Donc on prend le cube action, on le met sur la bulle d'action qui me dit de faire un mouvement 4. Alors le mouvement, l'action mouvement est caractérisée par un chiffre juste après qui vous donne la distance maximale que vous pouvez parcourir. Donc là, 4 cases. Alors pour se déplacer, c'est simple, on peut se déplacer qu'en orthogonale, soit horizontale, soit verticale, jamais en diagonale. Alors, vous pouvez très bien traverser vos coéquipiers. En revanche, on doit toujours s'arrêter sur une case vide. On ne peut pas s'arrêter sur une case avec une zone d'apparition rouge dessus, et on ne peut pas s'arrêter évidemment sur une case où il y a un monstre. Voilà. Donc là je vais faire un mouvement de 4, 1, 2, 3, 4, donc je vais optimiser le déplacement pour pouvoir me placer sur la barricade ici, qui va me donner un petit bonus de défense si jamais. Alors une fois qu'on a fini un mouvement, ce qui se passe, c'est que le joueur va vérifier systématiquement après chaque mouvement s'il découvre une nouvelle zone d'apparition. Alors la ligne de vue dans ce jeu, elle est toute simple. Vous prenez du centre de la case au centre de la case que vous visez, et si un chemin, si une ligne droite libre peut être tracée, vous avez une ligne de vue. Donc vous voyez que là, il n'y a aucune porte, aucun mur, ça c'est des obstacles, c'est pareil, ça coupe la ligne de vue, aucun obstacle, donc il n'y a aucune difficulté. Sepia voit très bien ce qui se passe sur la zone 1, donc je découvre, vu que j'étais ici, je découvre cette zone 1. Donc cette zone, une fois qu'on découvre une nouvelle zone, ce que vous faites, première chose à faire, vous enlevez ce pion pour montrer que vous avez déjà découvert cette zone. Donc on va l'enlever, tout simplement, on va le défausser. Et là, il y a un numéro dessous. Alors, particularité du numéro qui est dessous, c'est le même numéro que tout à l'heure, c'est le 1. Sauf que normalement, pour chaque zone d'apparition, vous devez lancer un dé et vérifier le tableau, ce qui se passe sur le tableau. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit 1 ici qu'on va forcément aller regarder le numéro 1 du tableau d'événements. Là, la particularité, c'est que c'est un événement rouge. Lorsque les événements sont blancs, comme ici, on lancera un dé. En revanche, lorsque l'événement est rouge, pour le coup, dans ce scénario, il y en a 2 qui sont rouges. Lorsqu'on découvre un événement rouge, on regarde le tableau d'événements correspondant au numéro rouge sans lancer de dés. Donc ici, vous voyez qu'on a le numéro 1 en rouge. Je vais venir regarder directement la ligne correspondant sur le tableau d'événements, qui nous dit: au détour de l'escalier, les héros tombent sur une scène étrange. 2 gobes sont en train de fouiner dans une caisse, à la recherche d'obscurs objets. Les créatures, alertées par le bruit de leurs pas, tournent la tête vers les héros.
Leurs yeux rouges luisent dans l'obscurité, fixant les intrus avec une intensité menaçante. Sans hésitation, les gobs abandonnent leur butin et se précipitent immédiatement sur les héros, prêts à en découdre. Donc là, la partie verte nous donne donc une petite zone, une petite histoire, hein, voilà. Et ensuite, la partie noire nous donne la mise en place de ce qui se passe. Piocher 2 gobs du réservoir. Donc là, on nous dit de piocher directement 2 gobs. Donc si on vous dit de piocher un type de monstre en particulier, bah, vous allez chercher le type de monstre. Donc là, on nous dit d'aller chercher 2 gobs. On va aller chercher ça. 1, 2. Voilà. Les 2 gobs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 gobs? Placez-les sur cette case et sur une case adjacente, sur la caisse. Donc là, on place un gob sur l'événement et on nous dit de placer un gob sur la caisse adjacente à cet événement. Donc vous voyez qu'on est passé de rien à 2 monstres sur le plateau de jeu. Donc on va découvrir un petit peu les monstres. Donc on l'a dit, hein, ici ça va être sa portée d'attaque. Vous voyez que ici, une case nous dit qu'en fait il faut être adjacent. Alors dans la quête des gemmes de l'éternité, on est adjacent à partir, on va prendre l'exemple de Sépia. Toutes les cases ici présentes sont adjacentes à Sépia, c'est-à-dire même en diagonale pour le coup. Autant en déplacement, en mouvement on ne peut pas se déplacer en diagonale, autant les cases adjacentes sont les 9 cases qui entourent le héros. Donc là, le Gobt, ici par exemple, il peut taper uniquement les cases qui y sont adjacentes. Ici, c'est les dégâts qu'il va faire, on y reviendra. Ici, c'est son armure, on y reviendra. Et ici, c'est sa vie, c'est-à-dire quand il prendra un dégât, ben, il mourra, parce qu'il n'a qu'un seul point de vie. Ici, c'est un petit pouvoir qu'il a, qui nous dit qu'il ajoute 1 au mouvement de ce monstre. Ajouter 1 au mouvement de ce monstre. Alors, à chaque fois qu'il va bouger, il aura 1 de mouvement supplémentaire. Donc ici, vous voyez qu'on a fini l'événement, c'est tout simple, hein, on nous dit de piocher 2 gobs et de les placer sur cette case. Donc moi, ce que je fais, c'est que soit vous venez cocher ici, voilà, avec votre crayon à papier, soit vous prenez un pion vide, comme ceci, et vous venez le placer directement sur l'événement ici. Voilà. On a résolu l'événement après notre mouvement. Il nous reste, vous voyez, encore 3 actions. C'est encore à nous de jouer, heureusement, parce que sinon, ils allaient nous attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est que Rodin, il va venir... je pourrais très bien attaquer maintenant, si je le veux, il n'y a pas de souci. Je réfléchis, du coup... Ouais, bah, c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. On va venir directement... j'ai déjà fait un mouvement, attaquer avec Sépia. Donc vous voyez qu'ici, j'ai une attaque pour une action. Voilà, je vais faire une attaque 1. Alors une attaque 1, ça veut dire que je ne vais lancer qu'un seul dé. Comment se passe une attaque? Déjà, il faut vérifier que je suis engagé. Alors la notion d'engagé, pas engagé dans ce jeu, elle est simple. C'est être engagé doit répondre à 2 conditions. 1, il faut avoir une ligne de vue. Donc on va dire qu'on va taper ce gobelin. Vous voyez que si je trace une ligne droite imaginaire, bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais bon, vous avez compris l'idée, il n'y a aucun obstacle entre les deux. Donc il n'y a pas de souci, je peux viser très bien ce monstre qui est ici. A noter que les monstres ne bloquent pas, les personnages ne bloquent pas la ligne de vue entre eux. Donc ça c'est la première condition, avoir une ligne de vue. La deuxième condition, c'est de respecter la portée d'attaque. Donc vous voyez qu'ici, pour attaquer, on va venir regarder l'arme de Sépia qui a une portée de 5. Portée de 5. Donc pour la portée, ça fonctionne comme le déplacement. On regarde le nombre on compte le nombre de cases en orthogonale. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 cases, hein, donc il n'y a pas de problème. Pour respecter la portée, il faut que je sois inférieur ou égal à la portée indiquée sur son arme. Ensuite, on nous dit avec attaque 1 de lancer un dé. Et ici, le petit chiffre dans l'étoile nous donne la valeur à avoir. Il faut que mon jet soit supérieur ou égal à cette valeur. A noter que Sépia a une petite valeur entre parenthèses. Si elle est adjacente au monstre, elle touchera à 5, ce sera plus dur. Forcément, avec son arc, c'est plus dur de toucher quand vous êtes engagé adjacent à un monstre que si vous êtes tranquillement éloigné de lui. Vous voyez, donc on doit faire 3 ou plus. Donc, on va lancer et on va voir 2. Oh bah, ça commence bien. Donc j'ai loupé. Bon, voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien. Je l'ai loupé. Et Sépia tire malencontreusement une flèche dans le mur à l'arrière et loupe sa cible. Donc,
À noter que Sepia, elle a une petite capacité, mais là je ne vais pas l'utiliser, qui me dit qu'une fois par aventure, elle peut relancer le dé, un dé d'un jet d'attaque. Une fois que c'est fait, on place un pion vide ici pour dire qu'on ne peut plus le faire. Donc là, si je voulais, je pourrais relancer le dé, mais je ne vais pas le faire parce que bon, j'ai encore les actions de Rodin qui va venir m'aider parce que je suis un peu toute seule. Donc Rodin, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, j'ai le choix entre... je vais rester simple. Je vais faire un mouvement de 3. Il va faire 1, 2, 3. Est-ce que je fais ça? En fait, je vais revenir. Je vais plutôt faire son action rouge. L'action rouge qui me dit de faire une charge. La charge, elle me dit de faire quoi? Elle me dit de faire un mouvement de 4 cases et d'attaquer avec 2 dés. Cette action ne peut pas se faire si je suis déjà engagé. Donc là, au lieu de faire un mouvement de 3 et d'attaquer avec 2 dés, je fais directement une charge qui me donne un de mouvement supplémentaire. En revanche, les bulles d'action rouge vous demandent d'utiliser 2 cubes d'un coup. Donc vous utilisez vos cubes d'action et vous les mettez sur la charge. Donc là, je peux bouger de 4. 1, toujours en orthogonal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, j'aurais pu faire ça aussi. Et on me dit d'attaquer avec 2 dés. Donc là, Rodin, vous voyez que contrairement à Sepia qui avait une portée de 5, a une portée de 1. Donc je dois être adjacent pour pouvoir attaquer. Donc j'ai pas le choix, je peux attaquer que lui. Je suis beaucoup trop loin de lui pour pouvoir l'attaquer. Il faut que je suis un peu moins précis que Sepia. Il faut que je fasse un 4 ou plus, mais par contre j'ai 2 dés. Donc on va voir ce qui se passe. Oh bah dis donc, on fait des beaux jeux, dis donc, en direct. Donc là, ce qui se passe, léger. Donc quand vous faites un 1 sur un G, vous placez un pion fatigue sur votre fiche personnage. Vous voyez qu'ici, Rodin a 3 pions fatigue. À partir du moment où vous arrivez à 3, vous serez étourdi. La seule action que vous pourrez faire, ce sera le focus. On y reviendra si jamais. Ça représente un petit peu le fait que vous fatiguez au combat, hein, tout simplement, vous donnez des coups dans le vide et ça se passe pas bien. Donc là, vous voyez que j'ai pas fait 4 ou plus, aucun de mes dés ne touche, on ne va pas plus loin, la séquence d'attaque s'arrête. Tour de héros, j'ai joué mes 2 actions de Rodin, mes 2 actions de Sepia, le tour de héros est terminé. Vous voyez que voilà, j'en ai plus ici, c'est la fin. On passe du coup au tour des monstres. Donc on est toujours dans le round 1, j'ai envie de dire, avec la phase de héros terminée. On passe à la phase des monstres. Comment ça se passe une phase des monstres? On va prendre un dé rouge pour différencier. Donc vous lancez un dé sur le tableau d'activation des monstres et vous regardez ce qui se passe. 5. Donc là, le 5, vous prenez la ligne correspondante. Alors, il faut toujours respecter la ligne, déjà, du numéro sorti. Et en plus de ça, vous lisez toujours du haut vers le bas de la ligne. C'est-à-dire qu'on va commencer ici, comme un sens de lecture classique. Hein, voilà. Donc, apparition de un monstre en zone 5, sauf si les héros ont découvert une nouvelle zone d'apparition durant leur tour. Donc là, vous vous souvenez, on a découvert cette zone 1 pendant notre tour. Donc ça nous dit bien qu'on ne met pas de monstre sur la zone 5. Sinon, si on n'avait pas découvert de zone pendant ce tour, on aurait dû piocher un monstre dans le réservoir et le mettre en zone 5. Vous comprenez donc une notion importante du jeu. Plus vous allez... en fait, l'idée, c'est de découvrir à minima une zone pendant votre tour. Ça vous permet de diminuer les chances, entre guillemets, d'apparition de monstres. Parce que si vous ne découvrez pas de zone, quasiment à chaque tour, les monstres vont apparaître. Et ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, on l'a fait. Donc apparition de un monstre, sauf si les héros ont découvert une zone d'apparition. Donc tout va bien, il n'y a pas d'apparition. En revanche, donc là, après, vous avez 2 lignes. Soit le monstre est engagé, soit il n'est pas engagé. On commence toujours par les monstres qui sont engagés. Donc pour voir si c'est engagé, c'est les mêmes règles que tout à l'heure. Est-ce que j'ai une ligne de vue? Oui, là, lui, on va prendre. On va activer tous les monstres du plateau de jeu. Hein. Donc là, il y en a 2, on va les activer un par un, en commençant par les héros qui sont engagés. Pour savoir si on est engagé, on commence par celui-là. Donc, est-ce qu'il a une ligne de vue sur le héros le plus proche, donc sur les 2 héros d'ailleurs, et il voit les 2. Hein. Et est-ce qu'il est à portée d'attaque? C'est là qu'on va venir chercher la carte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la portée d'attaque, elle est en haut à gauche, toujours avec une flèche, et on nous dit que la portée est de 1. Donc vous voyez qu'ici, le seul héros du coup qui est engagé à ce monstre, c'est Rodin, parce que Sepia est à 2 cases, donc elle est trop loin.
Donc lui il est engagé, on suit la ligne, il attaque le héros. Donc pour attaquer, c'est simple. Les héros n'ont pas de, les monstres pardon, n'ont pas de valeur d'attaque contrairement aux héros. D'accord, c'est-à-dire tout à l'heure on lançait 2 dés, il fallait faire 4, etc. Là on va lancer directement, on part du principe que les héros vont toucher le monstre, et on va lancer pour cela la défense du héros. Donc le monstre attaque le Rodin. Donc pour ce faire, pour les jets de défense se font avec 2 dés rouges. D'accord. Donc on lance 2 dés rouges. Pourquoi? Parce que la valeur de défense de Rodin est de 2. Sauf que je dis des bêtises, car Rodin, il a ajouté 1 grâce à son item, 1 sur sa défense, en plus grâce au bouclier. Donc du coup, Rodin a une valeur de défense non pas de 2, mais de 3. Donc là, on va lancer le nombre de dés rouges équivalent à la défense du héros. Si c'était Sépia, bah, c'était que 2 dés. Là, Rodin a 2 plus 1, donc 3 dés. Et avec ce jet, on devra faire 5 ou 6. Toute autre valeur autre que 5 ou 6 est invalide, ne compte pas. Et à chaque 5 ou 6, vous allez bloquer un dégât. À noter que le gobelin fait un dégât pour chaque attaque. Donc là, potentiellement, il peut infliger un dégât à Rodin. Donc on va essayer de bloquer ça en faisant des 5 ou des 6. Ça tombe bien, je fais un 6, donc je bloque un dégât. J'annule le dégât du gobelin. Il ne se passe rien, heureusement pour moi. Donc la frappe du gobelin vient fracasser, vient taper dans le bouclier de Rodin. Et tout va bien. En revanche, vous voyez qu'on a activé ce monstre-là, mais on n'a pas activé celui-là. Alors lui, il n'est pas adjacent, hein, on ne respecte pas la portée. Même s'il voit ces deux-là, il n'est pas adjacent, donc il n'est pas engagé. On attaque donc on entame donc la deuxième ligne qui nous dit les héros pas engagés, mouvement de 3 cases, puis si engagé, attaque un héros. Alors, petite particularité des règles ici, quand vous devez bouger un monstre, la valeur donnée sur la ligne nous vous donnera toujours la valeur maximale. C'est-à-dire que là, potentiellement, on va dire que, je ne sais pas moi, qu'il était là et que la porte est ouverte. Donc là, on vous aurait dit de bouger de 3 cases. 1, 2, 3, de manière à vous rapprocher au plus près du héros. Sauf qu'ici, vous voyez que l'idée de manœuvre, c'est toujours de se déplacer vers le héros le plus proche. Donc potentiellement, ici, Rodin. Et juste en faisant une case, il est déjà adjacent à Rodin. Donc il n'a pas besoin d'utiliser 3 cases. Donc si vous voulez, la valeur indiquée sur la ligne vous donne le montant maximum de cases. En revanche, à partir du moment où vous faites un mouvement et que vous êtes engagé avec le héros le plus proche, le monstre s'arrête automatiquement de bouger. Puis si engagé, il attaque le héros. Donc du coup, il a bougé de 1, il est engagé. Même chose, il va toujours attaquer Rodin qui est engagé avec lui. Et Rodin lance ses 3 dés. Et cette fois, vous voyez qu'il ne fait ni de 5 ni de 6, donc il va prendre un dégât. Donc, tac. Les dégâts, comment ça fonctionne? On prend un pion blessure et on vient le poser ici. Vous voyez qu'ici, Rodin peut prendre jusqu'à 5 dégâts. Au-delà de 5, bah, il est HS. Et cette aventure-là sera terminée parce qu'on nous dit bien dans les règles spécifiques qu'il ne faut pas de héros qui soit HS. Donc voilà, il ne faut pas en prendre trop quand même. Voilà. Fin de tour. Est-ce qu'on a rempli l'objectif? Absolument pas, parce qu'on n'a pas trouvé la sortie. Donc on entame un nouveau round. Donc le nouveau round, comment ça se passe? Première chose à faire, on vient récupérer tous les pions d'action qu'on a utilisés au tour précédent. Tac, voilà. Donc on les pose sur la fiche. Vous voyez là, comparé au tour précédent, bah, j'ai pris un pion fatigue et un pion blessure. Déjà ça se gâte. Hein. En revanche, on a toujours 2 pions, 2 monstres sur le plateau de jeu. Et on va continuer à avancer. Hein. Donc là, Rodin, il est engagé avec 2 monstres. Parce qu'il les voit et il a une portée de 1 des 2. Il va tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez faire, hein, vous avez le droit des attaques spéciales. Hein, qui vous dit par exemple d'attaquer avec 3D. Voilà, je vous laisserai lire. Mais là, pour le coup, je ne vais pas le faire. Je vais juste faire une attaque classique et on va voir ce qui se passe. Donc je lance 2 dés. Et on va attaquer lui. Celui-là. Bon, je fais toujours un 1, ça c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'en fait le 1 me donne des pions en fatigue. À la prochaine fatigue, je serai étourdi. C'est pas une très bonne nouvelle. En revanche, je fais mon 4+. Et vous voyez que la défense... normalement, les monstres ont droit à un jet de défense. Sauf si la valeur est de 0.
Donc là, la valeur est de 0, ils n'ont pas de jet de défense. Le jet de défense des monstres, ça se passe exactement comme les héros, c'est-à-dire qu'on va lancer un dé d'une autre couleur, et on vérifie si la valeur, on vérifie si on fait un 5 ou un 6, c'est exactement pareil. Sauf que là, il n'en a pas, donc il prend directement le dégât, donc il prend une blessure, comme il n'a qu'un point de vue, il meurt. D'accord? Donc, lorsque vous tuez un monstre, vous ne venez pas le mettre directement dans le réservoir, vous le mettez à côté, d'accord? Vous le mettez à côté, c'est uniquement lorsque le réservoir sera vide que vous remettrez tous les monstres qui sont à côté dans le réservoir. Donc là, j'ai tué le monstre. Qu'est-ce qui se passe? Rodin a un pouvoir du guerrier qui dit qu'une fois par tour, quand il tue un monstre, il gagne un point d'action en réserve. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on prend le pion d'action et on le met en réserve. Vous voyez que donc les pions d'action en réserve s'utilisent exactement comme les pions d'action normaux. Sauf qu'ils ont la particularité de pouvoir être utilisés aussi sur les bulles d'action verte. On y reviendra tout à l'heure. Je vais en garder un si jamais on peut l'utiliser. Donc là il l'a tué. Donc si je voulais, je peux encore utiliser 2 actions. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter le tour de Rodin et on va venir attaquer avec Sepia, qui va faire une attaque 1, donc elle peut toucher jusqu'à 5 cases, 1, 2, 3, il n'y a pas de problème. Donc elle va venir tirer sur le gobelin. Il faut faire un 3 plus. Oui, donc tout va bien. 3, pareil, ça n'a pas bougé, il n'a pas de défense, donc il prend un dégât. Oui, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais à chaque touche que vous faisiez, peu importe le nombre de dés, là Rodin, si je l'ai dit, mais du coup je me répète, à chaque 4+ qu'il faisait, c'est un dégât par dé. Donc là, Sepia ne lance que 1 dé. Du coup, elle a fait 3. Du coup, elle ne fait forcément qu'un seul dégât. Si vous lanciez, il y a certains héros qui vont lancer plusieurs dés. Si vous faites, par exemple, 4 dés avec 4 touches, vous faites 4 dégâts. Et potentiellement, vous pouvez faire très mal. Donc là, elle fait qu'un dégât. Mais ça suffit pour tuer le gobelin. Donc même chose que tout à l'heure, on l'enlève, on le met à côté du sac. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, on a tué les 2 monstres. On va pouvoir fouiller cette zone. Alors, qu'est-ce que la fouille? Vous voyez que la fouille, c'est un nouveau type d'action ici présent. Pour l'instant, on a vu le mouvement et l'attaque. Donc, la fouille nous permet de, justement, fermer ces zones d'apparition. Parce que, en plus, les zones d'apparition, en plus de créer des nouveaux événements quand ils ont un pion rouge dessus, en plus de ça, ils permettent, via le tableau des monstres, de faire c'est des zones d'entrée de méchants en fait. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de monstres en ligne de vue d'une zone d'apparition, vous pouvez la fermer. Donc là c'est le cas, il n'y en a plus. Donc on va fermer cette zone. Alors à côté de l'action fouille, il y a un petit chiffre, pour Rodin c'est 2, pour Sepia c'est 4. Ça vous donne tout simplement la distance à laquelle vous pouvez fouiller. Donc là, vous voyez que Sepia peut fouiller jusqu'à 4 cases, 1, 2, 3. Bon, pareil, il faut avoir une ligne de vue, on ne traverse pas les murs. Et on compte toujours pareil en orthogonal. Donc elle peut fouiller jusqu'à 4 cases. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire fouiller 4. Pour 1, 2. Donc je vois la zone, je la ferme. Alors quand on ferme une zone, on met un pion vide dessus. Pour montrer que voilà, cette zone elle est définitivement plus valide. On a pris l'événement et on l'a fouillé, c'est-à-dire que les monstres ne pourront plus apparaître sur la zone numéro 1. Si jamais il se passe quelque chose en zone numéro 1, vous ignorez tout simplement l'événement. Donc ça c'est fait. Rodin, il va du coup faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. L'idée c'est de me diriger vers la porte ici, de façon à essayer d'aller chercher ce trésor. Fin du tour, vous voyez que je n'ai pas utilisé cette action en réserve. Alors, les actions en réserve sur les zones vertes, là, elles sont jamais défaussées. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous allez récupérer ça, vous allez garder quand même cette action. À aucun moment, vous les perdrez. Donc, c'est intéressant de les garder pour les tours suivants, de manière à les utiliser quand vous avez besoin. Fin des tours des héros, on passe au tour des monstres, on lance un dé pour voir ce qui se passe. Vous voyez que le mécanisme n'est pas très compliqué. On fait 1, ça tombe bien. Le 1 nous dit quoi? Apparition de un monstre en zone 1. Sauf que vous l'avez vu, vous avez fouillé la zone d'entrée numéro 1. Du coup,
comme je vous l'ai dit juste avant, on ignore complètement cette phase. Il n'y a plus de zone 1, il ne reste que la 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout va bien. Alors vous avez compris un peu l'idée du jeu, hein, c'est de fermer ces zones de façon à être tranquille. Hein. Ensuite, c'est toujours pareil, ça vous dit quoi faire s'il y a des monstres, soit engagés, soit pas engagés. Là, il n'y a pas de monstres, on saute cette phase et on revient à la phase de héros. Phase de héros, je viens remettre mes pions d'action dans les zones de stockage. Donc là, l'idée, c'est d'aller ouvrir les portes. Hein. Ici, pour l'instant, je ne vais pas ouvrir. Je vais, avec Rodin, faire un mouvement de 3. Alors, pourquoi je fais ça? La particularité d'ouverture de porte, c'est qu'on doit être sur la case face à la porte. Vous voyez que là, même si je suis adjacent à la porte, je ne peux pas l'ouvrir. Il faut être vraiment sur la case qui est devant la porte. Donc, celle-ci pour cette porte-là, et celle-ci pour cette porte-là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc là, je fais un mouvement de jusqu'à 3 cases. Donc je fais 1. Ensuite, nouvelle action. On n'a pas encore vu. L'action interagir. Alors, interagir vous permet de faire plusieurs choses. Ouvrir des portes. Désactiver des pièges. Il n'y en a pas encore. Fouiller un coffre. On verra tout à l'heure. Voilà. Ces actions-là vous permettent des choses qu'on ne fait pas en combattant ou en bougeant. Donc là, je vais interagir pour ouvrir cette porte. À partir du moment où vous ouvrez une porte, première chose, on a un pion porte ouverte. Voilà. Et du coup, ça vous crée une zone d'ouverture. Hein, d'accord, ça vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Juste avant, comprenez bien que là, la porte elle bloque la ligne de vue. Là, ça ouvre la ligne de vue vers la zone numéro 2. A noter que la ligne de vue, on prend de centre à centre. Vous voyez qu'ici, je vois très bien, les coins de mur ici ne bloquent pas la ligne de vue. Je vois très bien le coffre qui est ici. Donc potentiellement, je vois tout ça. Sauf que la ligne de vue ne traverse pas les obstacles, donc je vois cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là. Ici, si je prends de centre à centre, ça traverse le mur. Je ne vois pas cette case-là. Donc là, je vois une zone d'apparition se déclenche après un mouvement et après une ouverture de porte. C'est les deux seules conditions. Donc là, j'ai ouvert la porte, je vois la zone numérotée 2, j'enlève le pion, comme tout à l'heure. Et vous voyez que c'est pas un numéro rouge, donc je vais lancer le dé. À partir du moment où c'est un numéro blanc, on lance le dé et on voit ce qui se passe sur le tableau. Je fais un 3. Donc on regarde la ligne correspondante, 3. Alors première chose, je vais venir mon crayon et cocher le 3. Donc si jamais vous lancez votre dé et que vous refaites un 3 ou un 1, et bien les numéros sont déjà terminés. Vous relancez le dé jusqu'à avoir un numéro valide. Le 3 il dit quoi? Un monstre est présent dans cette pièce. Piochez un monstre du réservoir et placez-le sur cette case. Vous voyez que là on nous dit de piocher un monstre, on ne dit pas quel monstre. Donc vous en piochez un au hasard. Donc on va prendre, c'est encore un gobelin, hein. De toute façon il y en a 4. C'est les monstres les plus faciles du jeu. Alors oui, je ne l'ai pas dit, bon ça c'est un petit peu un scénario de, vous l'avez compris, d'introduction. Les monstres sont plutôt faciles à tuer. Et voilà, vous êtes que 2 héros, au fur et à mesure de la campagne vous allez monter à 3 puis à 4. Mais au début, forcément c'est un petit peu plus facile. L'idée c'est que vous preniez en main le jeu. Donc là, il y a un gobelin qui est apparu sur la zone d'apparition 2. On ne peut pas fouiller la zone parce que le monstre est en visuel. Il est en ligne de vue du numéro. Donc on continue nos actions. Donc qu'est-ce qui nous reste? Je pourrais éventuellement faire quelque chose avec lui, hein, si je voulais. Mais je ne vais pas le faire. On va prendre Sépia, on va la placer par ici, je pense, oui. On va faire un mouvement de 4, 1, 2, 3. Vous voyez qu'ici, comme je vous l'ai dit, les personnages ne gênent pas la ligne de vue, donc elles voient très bien le gobelin qui est là. Voilà. Il est à 1, 2, 3 cases, elle a une portée 5, je vais l'attaquer et on va voir ce qui se passe. 3 ou plus. Oui, alors elle fait un 6. Le 6 déclenche la capacité de l'arme, qui nous dit d'ignorer la défense du monstre. Bon, ça tombe bien, ce monstre-là n'a pas de défense, donc voilà, ça n'a pas d'impact. Quoi qu'il en soit, on le touche, et on fait un dégât, il meurt. Pouf. Parfait, on l'a éliminé, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Et d'ailleurs, bah, je vais claquer ce pion-là pour faire un fouiller 2, pour fermer cette zone tout de suite. Parce que le problème, c'est que si on attend trop longtemps, bah, les monstres vont apparaître via ces zones et ce sera forcément pas bon pour nous. Donc, je répète, Rodin qui était là utilise son action en réserve. Bon, il la perdra hein, parce qu'on récupère pas les actions qui sont dans les zones vertes. Une fois utilisées, elles sont perdues. Et on fait un fouillé à 2 cases, juste là. Mais c'est pas grave, au moins on a fouillé la zone. Fin de phase de héros, vous voyez que j'ai plus de cube. On passe au monstre. On va lancer un dé, on va voir ce qui se passe. 1, bah, tout va bien, parce que c'est exactement la même chose que le tour d'avant. Apparition de un monstre en zone 1. Elle est déjà fermée. Rien ne se passe. On a plutôt de la chance là, ça, je vous rassure, c'est pas tout le temps comme ça. Parce que vous voyez qu'il y a encore 4 zones ouvertes. Donc là je fais des 1, tout va bien, mais à partir du moment où je ferai des 3, 4, 5, ça sera peut-être pas pareil. Donc là ce qu'on va faire, je pense que... Ouais, Rodin je ne vais pas l'envoyer parce qu'il est un peu plus lent, vous voyez qu'il est... Oui, alors bon, déjà on récupère nos actions. Celui-là on a dit il est perdu, celui-là il vient là. Rodin il va venir devant la porte ici pour l'ouvrir. Ah non, je sais ce que je vais faire. Vous voyez qu'ici j'ai pris 2 pions fatigue, encore un pion fatigue et je serai étourdi. Qui dit étourdi, qu'est-ce qui se passe quand on est étourdi? Ben rien, justement c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut plus utiliser d'action, hormis l'action focus. L'action focus qui nous dit de défausser tous nos pions fatigue et étourdi justement. Donc à partir du moment où vous êtes étourdi, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser, vous voyez que l'action focus, ben, ça prend plus de ressources. Hein. Je vais utiliser mes 2 actions ici pour focus et justement défausser ça. Voilà. De manière à revenir à 0. Ouf. Sauf que ben, je peux plus rien faire. Vaut mieux le faire maintenant que quand vous êtes entouré de monstres ou vous êtes étourdi, et je peux vous dire que ça va pas vous aider. Et Sepia ben, va aller chercher le trésor, donc on va faire un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Ici, vous voyez qu'elle peut ni attaquer, ni fouiller, ni interagir. Donc l'action qui est ici, elle ne sert à rien. Donc ce que vous allez faire, ce qu'on va faire, c'est la mettre en réserve. Ça, à tout moment, vous pouvez mettre une action que vous avez de stockage et la mettre en réserve, dans la case verte. Sauf, évidemment, si cette case est déjà prise. Vous la mettez en réserve, de manière, comme les actions réserves ne sont jamais perdues, de manière à les avoir pour les prochains tours. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Face des monstres, on lance un dé. Est-ce qu'on a... Oh, on a de la chance, on a de la chance. Pourvu que ça dure. Donc on continue, phase de héros. Je suis pas sûr que ça dure encore longtemps comme ça, mais profitons-en. Donc première chose, on va venir chercher le trésor, comme ça sera fait, mouvement de 4, donc ici 1, 2. Alors pour prendre un trésor, déjà il faut être sur la case, et ensuite il faut utiliser une action interagir. J'interagis, pardon. Donc là, toujours la même chose, on met un cube, je vais prendre un cube vide, hop, c'est exactement la même chose que ça. Je mets un cube vide pour montrer que le trésor a été fouillé. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous voyez que moi il est déjà fait, hein, toutes les cartes trésors ont été prédécoupées et mis en cartes. Vous prenez votre paquet, regardez pas, et vous piochez. Vous piochez une carte parmi ce paquet. On va prendre celle-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une potion de combat. Donc le nom, la petite illustration, ça vous dit que vous pouvez, quand vous l'utilisez, vous retournez la carte. À partir du moment où vous retournez la carte, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc pendant les autres aventures. Sauf que vous pourrez payer entre deux aventures, vous pouvez payer 2 pièces d'or pour l'utiliser à nouveau. Donc c'est pas comme le bouclier qui s'utilise de manière infinie. Donc ici, il y a une notion de ressources. Et il nous dit quoi? À utiliser gratuitement avant un jet d'attaque, on ajoute 2 dés à votre prochain jet. Donc vous voyez que au lieu de, par exemple, Sepia qui fasse qu'un seul lancer, elle en lancera 3. Donc, alors quand vous gagnez un équipement, c'est pas obligé que Sepia, vu que c'est elle qui est dessus, vous pouvez vous dire que c'est Sepia qui est là. Non, vous la donnez à n'importe quel héros. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais la donner à Rodin. Voilà. Alors, combien d'équipements peut avoir un héros? C'est simple, vous regardez le nombre de pions de marqueur fatigue. Donc ici, il en a 3. Il peut porter jusqu'à 3 équipements. Là, il en a 2, tout va bien. Sepia, elle est un peu moins endurante, elle peut porter que 2 équipements. Donc là, on en a 1, tout va bien.
Donc là j'ai utilisé mes 2 actions, celui-là je peux rien faire, hein. De toute façon là je peux pas bouger avec les autres actions. Je vous laisserai lire toutes les actions qu'il peut faire. Donc ici on va faire Rodin un mouvement 3 et je pense que je vais ouvrir la porte. Vous voyez que je suis face à la porte, je vais faire une action interagir et je vais l'ouvrir, même si j'aurais plus d'action, je serais plus capable de faire autre chose. Donc là, vous voyez qu'ici, de centre à centre, il n'y a pas de souci, je vois le numéro 3. Par contre, en reprenant mon crayon, de centre à centre ici, ça traverse le mur, je ne vois absolument pas le numéro 4. Donc j'ai ouvert la porte, je vois le numéro 3, je prends le pion, toujours la même chose, je lance un dé sur le tableau. Si je fais 1 ou 3, je relance, parce qu'ils ont déjà été faits, 1 ou 3. Je fais 5, ça tombe bien, je l'ai pas fait. Donc le 5, c'est celui-là, on va venir cocher. Vous voyez que c'est un numéro blanc, hein. C'est pour ça qu'on lance le dé. Je rappelle, si c'était un numéro rouge comme le 1, on lit directement la ligne. Donc le 5, un individu encapuchonné est attaché au mobilier environnant. Plongé dans l'obscurité, sa capuche dissimule son visage, laissant planer le mystère sur son identité. Voulez-vous aider cet individu? Alors, voilà, moi je sais ce qui va se passer, évidemment, hein. J'ai déjà joué, j'ai envie de dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire non. Je ne vais pas l'aider. Et je vous laisserai, lorsque vous jouerez, je vous laisserai par vous-même découvrir ce qui se passe si vous l'aidez. D'accord? Donc là, je vais dire non. Les héros préfèrent ne pas prendre le risque de libérer un inconnu dans cet endroit sombre et dangereux. Ils continuent leur route. Okay, donc là, grosso modo, rien ne se passe. Il y a une zone ici à fouiller dès que je peux, mais j'ai plus d'action. Donc je ne peux pas le faire. Donc la zone est encore active pour les monstres. Et d'ailleurs, c'est à la phase des monstres. On y est. 2. Donc 2. Apparition de un monstre en zone 2. Donc on a de la chance. Encore une fois, on l'a fouillé, tout va bien. Il n'y a toujours pas de monstre, donc tout va bien. Phase de héros, je récupère mes pions ici, voilà. Et c'est à moi de jouer et je vais... Alors cette pierre, vous voyez qu'elle est un peu loin, donc on va la rapprocher, mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout, peut rien faire d'autre ces pierres. Alors quand vous pouvez pas, c'est assez rare, hein, mais quand vous pouvez pas utiliser les actions qui sont en stockage ici, vous les perdez. Voilà, vous les mettez ici et elles sont perdues. Parce que là, je peux même pas la mettre en réserve, j'en ai déjà une. Donc c'est assez rare, mais ça arrive. Et Rodin, il va faire un mouvement 3. Il va faire 1, 2. On peut jamais s'arrêter sur un pion rouge. Et on va stopper le mouvement là. On a fini le mouvement, je vois la zone d'apparition numéro T4. C'est une zone blanche, on lance le dé. Le 3, on l'a déjà fait. Le 1 aussi. Le 6, on n'a pas le droit, c'est un rouge. Le 5, on l'a déjà fait. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, je vais rester longtemps. Donc là, ce sera la zone 2 qui nous dit, et il en restera plus qu'un après, ouais, qui nous dit piège, une flèche surgit de nulle part. Le héros qui a découvert cette zone prend immédiatement une blessure. Là, ça tombe pas bien parce que j'en avais déjà une, donc ça fait 2. Ça fait 2, vous voyez qu'il en reste plus que 3. Hop. Placer un pion piège sur la zone découverte. Ok, donc les pièges, c'est des petits pions comme ça. Vous exécutez ce que vous dit la ligne. Au début de chaque tour des monstres, le héros visible le plus proche du piège lance un dé. Sur un 5 ou plus, le piège inflige une blessure à ce héros. Alors à noter que, petit point de règle, les blessures sont différentes des dégâts. Les dégâts, tout à l'heure on l'a vu, on lance des jets d'armure. Les blessures infligent directement des points de vie, que ce soit au héros ou au monstre. Quand vous voyez le mot blessure, il n'y a pas de jet de défense, c'est automatique. Donc là, il s'est pris une flèche, Rodin, à cause d'un piège dissimulé dans le mur. Et il est adjacent au piège. Ce qui tombe bien, parce que en fait, il va essayer de désamorcer un piège. Alors, une fois que vous avez un pion piège sur le tableau de jeu, vous pouvez essayer de le désamorcer. Pour ce faire, 2 conditions. 1,
toujours pareil, avoir une ligne de vue, donc là il n'y a pas de problème. 2, être adjacent ou vous avez le droit d'être sur une case avec un pion piège, il n'y a pas de problème. Donc adjacent au piège, c'est-à-dire ici pour le coup, ou sur la case. Donc je répète, une ligne de vue et être adjacent au piège. Si ces deux conditions, vous exécutez une action interagir. Il n'y a que l'action interagir qui permet d'essayer de désamorcer un piège. Et là, vous lancez un dé. Et vous avez une chance sur 2. Sur 4, 5 ou 6, vous désamorcez le piège. Donc je ne vous cache pas que certains héros ont plus de facilité à désamorcer des pièges. Ce n'est pas le cas de Rodin, Forge-Acier, le bourrin de service, où on va dire que c'est pas trop sa spécialité. Lui, il est plutôt là pour tataner les méchants. Et là, pour le coup, il va faire ce qu'il peut. Et bien, il fait 3, et c'est loupé. Donc quand c'est loupé, ben, le piège est toujours actif. Donc du coup, vous gardez bien en tête qu'à chaque tour des monstres, vous lancerez un dé. Le héros visible le plus proche est derrière lui. Sur un 5 ou 6, il prendra une blessure. Ok. Sépia, ben, elle ne peut plus rien faire. Là, j'ai dépensé mes 2 actions. C'est terminé. On va passer au tour des monstres. On va voir ce qui se passe. Je fais 5. Alors, apparition de un monstre en zone 5, sauf si les héros ont découvert une nouvelle zone d'apparition. C'est le cas pendant leur tour. C'est le cas, j'ai découvert la zone 4 juste avant. Ouf, tout va bien, pas d'apparition de monstre. Donc par contre, on n'oublie pas le piège. Le héros le plus proche, sur un 5 ou 6, va prendre une blessure. Heureusement, il ne prend pas de deuxième flèche. Parce que là, pour le coup, il lui resterait 2 points de vie. Il serait quand même pas bien, le Rodin. Ok, donc on a, là c'est une partie particulière, on a beaucoup de chance, hein, il n'y a pas beaucoup de monstres. Je vous cache pas que toutes les parties ne sont pas comme ça. Ok. Oui, puis c'est l'avantage aussi avec les événements aléatoires. Les parties sont forcément... moi, cette mission-là, j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de fois, évidemment. Voilà, il n'y a pas de... c'est très rare, enfin, il n'y a pas de similitude, quoi. Les parties sont très différentes à chaque fois et c'est ça qui est plutôt bien. Les monstres arrivent de manière aléatoire en fonction de ce qu'on fait. Et même si les événements, bien évidemment, restent les mêmes, mais on ne sait jamais où ils sont. Hormis les événements rouges. Je verrai celui-là. Donc, bah, c'est à nous. Fin de tour, on récupère nos actions. Celui-là, on n'y a pas touché. Tout va bien. J'aimerais bien désamorcer ce piège. Je vais voir si je peux le faire. Si je peux pas, bah, j'avancerai. Non, je vais faire autre chose. Je vais faire ça. On va aller voir ce qui se passe parce qu'on peut, comme je vous l'ai dit, on peut traverser et se poser sur un piège, il n'y a pas de problème. Avec Rodin, est-ce que je fais ça? Parce que là, en fait, je vous explique mon idée. Soit j'essaie de désamorcer avec une action interagir, et dans ce cas-là, je le loupe et il me restera une action. Ce qui me permettra, l'idée c'est d'aller ici, faire un mouvement 3 et découvrir cette zone. Mais si je fais ça, on va dire que je n'aurai plus d'attaque si jamais il y a un monstre ici. Voilà. Puis, bon, on va la jouer comme ça. Je vais faire un mouvement 3. Tant pis pour le piège, on verra après. 1, 2, 3. Vous voyez que là, il y a un mur, hein, évidemment, je ne voyais pas la zone 5. Ça, c'est une barricade. Hein. Si jamais vous voulez aller dessus, vous avez un dé de défense supplémentaire. Donc, j'ai fini mon mouvement, je vois la zone. Donc là, c'est le dernier numéro. Même s'il est numéroté de 5, ça ne veut pas dire que c'est le 5 ici. Donc le seul qu'on n'a pas fait, c'est le 6, mais le 6, c'est un rouge, ça correspond à celui-là. Donc on ne le fait pas. Par contre, c'est le numéro 4, du coup. On va le cocher pour dire qu'on aura fait tous les numéros. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Vous entendez des bruits de pas non loin d'ici. Piochez un monstre du réservoir et placez-le sur la zone d'apparition non visible la plus proche des héros. Donc la zone d'apparition non visible. Encore un gobelin. On n'aura pas vu d'orque aujourd'hui. La zone d'apparition... Alors, je vais relire. Vous entendez des bruits de pas non loin d'ici. Piochez un monstre du réservoir et placez-le sur la zone d'apparition non visible la plus proche des héros. Donc celle-là, elle est visible. Celle-là, vous voyez que c'est la plus proche et elle est non visible parce que Sépia ne le voit pas et Rodin ne le voit pas. Donc c'est lui, il est ici. Ok, il sort d'où ce petit coquin? Il était caché. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir du coup fouiller cette zone parce qu'il n'y a aucun monstre en visu. Et je vais juste la fermer. Pouf, et au moins on est tranquille.
Et Sépia va faire un mouvement de 4. 1, 2, 3. Je vais faire une attaque, parce que je suis à 2 cases. Je vais essayer de tuer ce gobelin. Oui, je fais un beau 6, qui me permet d'ignorer l'armure, mais pour le coup, paf. Et avec sa dernière action, je vais faire une interaction, et pareil, Sépia, elle peut désamorcer les pièges sur un 4, 5, 6, hein. C'est écrit dans les règles ça, hein. Vous pouvez désamorcer les pièges sur un 4, 5, 6, sauf si vous avez, voilà, avec un peu de spoil, un personnage, un héros supplémentaire qui aura ce genre de capacité. Et non, toujours pas. Ok. Bon, bah, pas de désamorçage de piège. On a quand même fermé cette zone, ce qui est bien. On a découvert une zone pendant notre tour et on l'a même fermé, donc tout va bien. Donc la phase des monstres. 5. Apparition d'un monstre en zone 5, donc on l'a fermé, il n'y a plus de monstres, hein. On les a tués, tout va bien. Le piège. Ici présent, si je fais 5 ou 6, il tire sur le héros visible le plus proche, donc là cette fois-ci ce sera Sépia. Non, toujours pas, tout va bien. Et c'est à nous. Ouf. Voilà. Ici, alors Sépia va faire exactement la même chose, elle va interagir. Non, ça veut pas. Hein. Et elle va faire. Elle va fouiller. Ouais, elle va fouiller 4, elle va fermer cette zone. Donc fouiller jusqu'à 4 cases. 1, 2, elle peut aller jusqu'à là-bas, mais là 2 suffit. Il n'y a pas de monstre autour, je la ferme. À noter que les pièges empêchent de fermer des zones aussi. Hein. Sauf que il faut que le piège soit visible de la zone. Ah bah, j'aurais pas pu le fermer celle-là. J'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Donc le piège ici présent empêche de fermer cette zone. Donc tant pis pour mon action, elle est perdue. Vous voyez que là, le fait que le piège voit la zone m'empêche de fermer cette zone. Et tout à l'heure, de toute façon, ça me disait de placer un monstre uniquement si je n'avais pas découvert de nouvelles zones. J'en avais découvert une, donc tout va bien. Ça ne change pas le jeu. En revanche, je n'ai pas pu fermer celle-là. Celle-là, je peux la fermer. Ronin, il va venir ici. Il va faire 1, 2, il va se mettre carrément sur le piège et il va essayer. Vous voyez que les deux héros peuvent essayer de désamorcer le piège, pas de souci. 4, cette fois il réussit. Enfin. Et on enlève le piège. Alors j'avais même oublié qu'il y avait une zone là. Donc si je faisais 4, vous voyez que j'aurais pu mettre un monstre par là. Ok, sauf que j'ai plus d'action. Ici la capacité me dit de gagner un pion uniquement si je tue des monstres, pas en désamorçant des pièges. Donc je gagne pas de pion supplémentaire, et bien c'est au tour des monstres. Qu'est-ce qui va se passer? Le 2, apparition d'un monstre en zone 2, c'est fermé, tout va bien, je fais des bouger. Quand on a de la chance au dé, le reste roule. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que Rodin va faire un fouiller 2 pour fermer la zone qui est juste en dessous de lui. Parce que on ne sait jamais sur le 4. Et on va faire un mouvement 3, on va y aller. 1, 2, 3, voir la dernière zone. Donc j'aurais pu fermer cette zone, mais bon, j'ai envie de voilà, d'avancer. Ici, je vais faire un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis derrière le mur, je ne vois toujours pas cette zone 6. Et ce pion-là, je vais le garder pour tout à l'heure. Donc ici, j'ai pris le risque de ne pas fermer tout de suite ça. Il ne faut pas que je fasse 5, sinon il va y avoir un monstre qui va apparaître. 6, bah c'est pareil. 6, apparition de un monstre sur la zone d'apparition 6. Donc là, vous piochez. Et là, forcément, ce sera un orc. Donc un orc, c'est la deuxième carte. Sa portée, c'est toujours une case. C'est pas de changement. Ici, il fait un dégât. Vous voyez qu'ici, il a un pion d'armure, mais il a surtout 2 points de vie. Donc il est beaucoup plus résistant qu'un gobelin. Et vous voyez qu'il y a un petit symbole ici. Donc quand on va tuer un orc, vous allez non seulement enlever son pion, mais en plus vous allez mettre un pion... on le fera, hein. Un pion comme ça, c'est un petit squelette, pour dire que vous pourrez fouiller son corps. Une fois que vous fouillez son corps, si vous voulez fouiller son corps, vous utilisez une action fouille. Pareil, il faut que vous soyez comme tout à l'heure, à 4 cases pour Sépia et à 2 cases pour Rodin. Et qu'il n'y ait pas par contre de monstre en visu de ce corps-là. À partir de ce moment-là, vous gagnez une pièce d'or. Enfin, vous lancez un dé, vous gagnez une pièce d'or si vous faites un 5 ou 6. Ça, c'est pas garanti. Donc on le fera, on verra si on le fera tout à l'heure. Donc ici, il est là.
Et oui, donc tu étais autour des monstres. Donc on lit engagé. Donc il n'est pas engagé. Pas engagé. Mouvement de 4 cases. Alors mouvement se fait toujours vers le héros le plus proche. 1, 2, 3 et 4. Donc là, à partir de la quatrième case, il est engagé. Vous voyez qu'ici, il y a le mur. Il n'est pas adjacent au héros. Du coup, il n'est pas engagé. Donc il utilise tout son mouvement. Si jamais au bout de 3 cases, il était engagé au héros, il arrêterait son mouvement. Donc 4 cases. Il devient engagé. Comme je l'ai dit, les coins de mur ne gênent pas la visibilité. Il est engagé à Sepia, donc il l'attaque. Donc Sepia a 2 dés de défense. On va voir si elle réussit à parer son coup. Non, elle ne fait pas de 5 ni de 6. Du coup, elle se prend elle aussi une blessure. Vous voyez que les héros, la vie, ben, ça s'use. Hein. Et que si vous avez, bon, dans le jeu, je vous cache pas que vous avez des moyens de régénérer votre vie. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Autour de héros. Donc il n'y a plus de piège, ça c'est déjà bien. On gagne les 2 actions ici. Donc Sepia, le problème, c'est qu'elle est engagée avec un orc. Alors, le souci, c'est que si elle attaque l'orc, donc il faudra qu'elle fasse un 5 au lieu d'un 3, c'est écrit entre parenthèses, parce qu'elle est adjacente. Parce qu'elle tire forcément moins bien en étant tout près du monstre. Et autre souci, vous ne pouvez pas vous désengager, entre guillemets, gratuitement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas venir là ou là, peu importe. À partir du moment où vous vous désengagez d'un monstre, vous lui donnez une attaque gratuite. Alors ça, c'est une règle qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est pour ça que soit vous prenez le risque d'attaquer à 5 au lieu de 3, soit vous désengagez, mais vous prenez le risque de vous prendre un petit coup dans le dos en partant. Bon, on verra pour Sepia après, du coup. J'ai pas envie qu'elle soit blessée inutilement. On va envoyer Rodin. Et Rodin, il peut charger s'il veut, mais là, avec 3 j'y arrive. Donc je vais faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Donc là, je suis... À noter que je vois toujours pas. Je vais vérifier quand même. Non. Non, je ne vois pas, ça traverse le mur ici. Je ne vois pas cette zone 6. Et je vais attaquer l'orc. Sauf que, contrairement au gobelin qu'on affronte depuis tout à l'heure, l'orc a une défense de 1. Donc là, vous lancez 2 dés pour l'attaque de Rodin et 1 dé pour la défense du monstre. Si le monstre fait 5 ou 6, il bloquera un de vos dés. Il bloquera un dégât. On va voir ça. Oh, bah ça, c'est un jet génial. Donc déjà, il n'y a pas de 5 ou 6, ce dé-là, on l'enlève. Rodin fait 4 ou plus en 2 fois, donc il fait 2 dégâts. En sachant que sur un 6, lui, il touche tous les monstres qui lui sont adjacents. Donc là, il n'y en a qu'un. Il fait 2 dégâts. L'orc a 2 points de vie. Il meurt. Pouf. Et il va à côté du sac. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand un héros avec un trésor meurt, vous mettez un pion à l'emplacement où il est mort. Et si vous voulez fouiller, vous pouvez fouiller son corps. Il faut que vous soyez pour Rodin à 2 cases ou plus. Et pour Sepia à 4 cases ou plus. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait un monstre ou un piège qui est visible de ce pion. Logique, on ne peut pas fouiller les corps s'il y a des monstres aux alentours. Forcément, ils ne vous laisseront pas faire. Du coup, est-ce qu'on y va? Oui, on va y aller quand même. On va y aller. Ouais, je pense qu'on va y aller. On va faire un mouvement de 4. Donc on va faire 1, 2, 3. Et là, fin du mouvement, on découvre du coup la dernière zone, parce que celle-là on l'a déjà découverte, la zone 6 avec le pion rouge. Donc là c'est un numéro rouge, on lit directement la ligne. Que faites-vous dans mon repère? Crie un orc dans votre direction. Il est plus massif et imposant que ses congénères. Attrapez-les, crie-t-il. Placez un pion chef orc sur cette case. Donc là, on va prendre le pion chef orc et on met ici. Bon, vous doutez bien que c'est un orc un peu plus costaud. D'ailleurs, je vais aller chercher sa carte que j'ai oublié de récupérer. Tac. Donc sa carte. Portée 1, chef orc, dégâts 1, armure 1, vie de 5. Hop. Donc vous voyez que lui, il est quand même beaucoup plus costaud que les autres monstres. Il a une capacité qui dit enragé. Si ce monstre a subi 2 blessures ou plus, il inflige non pas 1 dégât mais 2. Ok. Donc, bon, un peu plus fort quoi. Donc on place le chef orc. Placer un pion chef orc.
Piochez également un autre monstre et placez-le sur une case directement adjacente au chef orc, sur un tonneau. Donc là, on va mettre un autre monstre ici. Donc là, le réservoir est vide. On ne met pas encore tout ça là-dedans. C'est à partir du moment où vous devez piocher un autre monstre, là, vous remettez tout dedans. Donc là, en plus du chef orc, on a un orc avec lui. Ça s'annonce mal, là. Les héros semblent avoir trouvé la sortie. Donc je rappelle, l'objectif c'est quand même de trouver la sortie de ce sous-sol. Hein. Ok, trouver la sortie du sous-sol. Donc les héros peuvent terminer leur mouvement sur les escaliers. Ils quittent alors l'aventure. Retirez le pion personnage du plateau. D'accord. Donc si vous terminez votre mouvement ici, vous retirez votre pion. Les héros ne peuvent pas remporter l'aventure si le chef orc n'est pas HS. Donc vous ne pouvez pas quitter, enfin si vous pouvez quitter, mais si vous quittez sans avoir tué le chef orc, vous ne gagnez pas l'aventure. Donc bon, obligé de le tuer avant. Lui c'est pas très grave. Si tous les héros ont quitté le plateau de jeu et que le chef orc est HS, vous avez réussi. Lisez alors la fin de l'aventure. Okay. Donc là, vous avez bien compris, c'est un petit peu le combat final de l'aventure. Donc l'idée, c'est de en finir avec lui. Donc j'en suis où dans mes actions? J'en suis pas super bien quand même. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un... Alors, je vais faire un tir précis avec ces pierres pour vous montrer un petit peu sa mécanique. Où je lâche son piège. Qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant pour vous? Oh oui, je vais faire deux choses. Voilà. Bon, déjà, je vais commencer par une attaque. Voilà. Tout simple. Donc, à 5 cases, 1, 2, 3, tout va bien. Sur un 3+, oui, ah bah là, c'est génial parce que je fais mon 6. Donc, sur un 6, j'ignore la défense. Et le chef orc, il a une défense de 1. Donc là, je lui fais une blessure. Tout simplement parce qu'il n'a pas de... J'ignore l'armure sur les 6. Donc ces pierres, elle est assez précise, hein, elle fait des coups critiques. Donc là, le pion, quand vous avez beaucoup de blessures comme ça, soit vous le mettez directement à côté, soit vous le mettez sur la carte, c'est plus pratique, à côté de la carte. Voilà, et comme ça, vous voyez où vous en êtes. Donc à 5, le chef orc est HS. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, deuxième chose, avec... l'action qui me reste en réserve, je vais interagir. Donc interagir vous permet d'utiliser des items également. Je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous utilisez un item, enfin, avec la notion d'interaction, hein, parce que vous voyez qu'ici le bouclier, il n'y a pas écrit interagir, mais là c'est bien écrit interagir. Placez un pion piège sur une case adjacente au héros. On va le faire. Donc on va le mettre ici, parce que évidemment, le chef orc, il va venir ici. Si un monstre entre ou termine son mouvement sur cette case, défaussez le pion. Il stoppe immédiatement son mouvement pour se rendre et prendre une blessure. Donc voilà, à partir du moment où le chef orc viendra se poser, ou lui, hein, voilà, viendra se poser sur cette case, il arrêtera son mouvement et prendra une blessure. Il n'aura pas le droit de jet de défense. Ok. Du coup, vous voyez qu'il y a une petite coche, on retourne la case. A noter que, petite règle particulière, je vous ai dit tout à l'heure que les items, notamment les items que vous gagnez, si vous les utilisez, vous devrez payer 2 pièces d'or pour retourner la carte, pour pouvoir les utiliser à nouveau. Les items avec une étoile sont les items de départ, hein, de héros. Lorsque vous l'utilisez, vous retournez la carte. Par contre, les utiliser dans les autres aventures, les retourner la carte est gratuit. Ça ne vous coûtera aucune pièce d'or. Donc là, j'ai utilisé mon piège, je retourne, je ne pourrai plus l'utiliser pour l'aventure, mais c'est pas grave. Parce qu'on l'a posé et on va pouvoir faire quelques dégâts. Donc ça m'a coûté une action interagir, hein, évidemment. Voilà. Bon, bah j'ai plus d'action, hein. C'est au tour des monstres. 1. Alors on continue à... C'est pas parce qu'il y a le chef orc que le tableau s'arrête, hein. On continue à suivre le tableau. Donc là, apparition de... Heureusement qu'on a fermé, hein, parce que vous voyez que si là par exemple on a laissé ouvert, si je fais un 5, ben, potentiellement il y a d'autres monstres qui peuvent arriver. Donc c'est hyper important. Là je prends un petit peu un risque, entre guillemets, mais c'est hyper important de fermer les zones au fur et à mesure de votre avancée. Sinon bah, vous laissez des points d'entrée. Et d'ailleurs j'ai oublié de cocher ça.
Et du coup, ça va forcément être pas bon pour vous. Donc 1, donc là il n'y a pas d'apparition, parce qu'on a fermé la zone. En revanche, on a des monstres sur le plateau. Donc on commence toujours par les héros engagés. Il n'y en a aucun qui est engagé. Hein. Lui, vous voyez ils ont tous les deux une portée de 1, donc il n'y en a aucun qui est engagé. Donc on passe aux héros pas engagés. Donc si plusieurs héros, aux monstres, pardon, pas engagés. Si plusieurs monstres ne sont pas engagés, dans quel ordre vous les activez? C'est celui qui est le plus près, au plus loin des héros. Donc là, le plus près, c'est forcément le chef orc. Pas engagé, les héros perdent immédiatement un pion d'action en réserve. Vous voyez que ça, c'est un malus additionnel qui est directement dans l'activation des monstres. Les héros perdent immédiatement un pion d'action en réserve. Ça tombe bien, j'en ai pas. Heureusement que j'ai utilisé, sinon je le perdais. En plus de ça, ensuite, mouvement de 3 cases, puis si le monstre est engagé, attaque un héros. Donc mouvement de 3 cases, donc là il se dirige vers le héros le plus proche. Il n'aura pas besoin de ces 3 cases, il va faire 1, 2 pour pouvoir être engagé. Sauf qu'en faisant 2, il déclenche le piège. Le piège qui nous disait qu'il stoppait son mouvement, de toute façon il n'en avait plus besoin, mais surtout qu'il prenait une blessure supplémentaire. Donc le chef orc passe à 2 blessures. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien parce que forcément on se rajoute... on s'approche de sa valeur de fin de vie. En revanche, là, il fera 2 dégâts au lieu d'un seul. Bon, voilà. Et ensuite, une fois qu'il est engagé, il attaque. Alors là, il va attaquer Sepia qui a une valeur de défense de 2. Enfin 6. Ça, c'est bien. Parce que le chef orc fait 2 dégâts, donc je bloque là. Je me prends qu'une seule blessure. Bon, il va falloir faire attention quand même parce qu'il lui reste 2 PV et Rodin il lui en reste que 3. Mais je pense que Rodin est quand même plus costaud. Lui il a été activé, il reste lui. Donc on suit exactement la même chose. Les héros perdent un pion réserve, ils en ont plus. Mouvement de 3 cases. Donc là potentiellement il serait venu là, mais il y a le 1, 2, 3, il s'approche vers le héros le plus proche. Mais la case est déjà prise. Donc il peut bouger que de 3. Donc il va soit à gauche, soit à droite. Parce qu'en fait l'idée c'est de se rapprocher d'elle. Hein. Donc il va faire 1, 2, 3. Parce qu'il peut pas, les monstres ne peuvent pas s'arrêter sur les mêmes cases que... Enfin sur une case déjà occupée que par un héros ou un monstre. Okay, donc là il peut pas aller là-bas et taper ses pierres. Du coup il fait 1, 2, 3. Et il stoppe son mouvement. Puis s'il est engagé, attaque l'héros. Donc là, il n'est pas engagé. Il ne peut pas attaquer ses pierres, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Fin d'activation des monstres, c'est autour des héros. Donc ça, je perds. Bon, Rodin, dépêche-toi, on a besoin de toi. Alors, Sepia. 1, 2, 3, 4... Alors oui, les héros ne peuvent pas traverser les monstres. Je peux pas faire 1, 2, 3, 4. Ils peuvent se traverser entre eux, mais ils peuvent pas traverser les monstres. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je pense que je vais faire... Parce que là, l'idée, je voulais aller là. Mais si je vais là, je sors de la map. Et en fait, si je fais ça, j'enlève son pion. Et je sors. Sauf que, comme je vous l'ai dit, pour gagner l'aventure, il faut le tuer lui. Donc l'idée, c'est pas de sortir tout de suite quand même. Et toutes ces cases-là, vous voyez que je suis engagé avec les monstres. Et Sepia, on l'a compris, elle n'aime pas être engagée. Donc je vais plus l'envoyer là-bas. Et du coup, il faut que je bouge Rodin en premier. Petite notion tactique. Hein. Donc là, on va rapprocher Rodin parce que c'est quand même lui le guerrier, il faut y aller. Hein. Donc il va faire un mouvement de 3. 1, 2. Et là, on est en fin de partie. Hein. Donc je vais utiliser un petit peu mes actions uniques pour vous montrer. Donc je pourrais faire une attaque 2 classique. Je vais même utiliser ça pour le jeu. Voilà. Donc je vais utiliser ça, la potion de combat, et utiliser gratuitement avant un jet d'attaque. Ajoutez 2 dés à votre prochain jet d'attaque. Donc je l'utilise, je retourne la 4. Donc si jamais je veux l'utiliser pour les prochaines aventures, rappel, faut que je consomme 2 pièces d'or. Pour la petite histoire, j'en ai pas gagné de seule pour l'instant. On gagne des pièces d'or soit avec des trésors, soit en fouillant les monstres, ou en fin d'aventure. Donc là, j'aurai 2 dés supplémentaires pour ma prochaine attaque du tour. Ça tombe bien, parce que je vais utiliser une action unique. Donc, les actions uniques, c'est des actions bleues, qui, une fois utilisées, au tour d'après, vous ne pouvez plus les utiliser.
Donc quand vous avez utilisé une action unique, vous mettez un pion vide dessus pour montrer que bah voilà, vous pouvez plus les utiliser pour cette aventure. D'accord. Donc là, je vais faire celle-là, je pense. J'ai le choix entre fracas d'acier, donc il me dit de faire une attaque 3, et j'ajoute plus 1 sur le résultat des dés, c'est-à-dire qu'au lieu de toucher sur du 4, bah, je toucherai sur du 3. En sachant que je lance 2 dés supplémentaires, donc potentiellement 5 dés lancés, ce qui est pas mal. Hein. Et la deuxième attaque qui me dit de coup dévastateur, attaque 2, donc attaque 4 avec la potion. Si un monstre est blessé par cette attaque, il est également étourdi. Donc c'est pas mal aussi ça. Hein. Ouais, je pense que je vais plus faire ça pour éviter de me prendre des dégâts de la part du boss, du chef orc. En sachant qu'il faut que je fasse du 4. Si je fais pas de 4, bah je le loupe. Et s'il défend, il n'est pas blessé, et du coup il n'est pas étourdi. Mais à un moment, il faut lancer des dés. Hein. Donc on va faire ça. Donc normalement c'est une attaque 2, je rajoute 2 dés parce que j'ai ma potion. Et on va prendre un dé aussi pour la défense du chef orc, il a un dé rouge du coup. Donc là l'idée c'est de faire des 4. 4 ou plus. Oh bah tout va bien. Alors déjà on regarde la défense. Il n'a pas fait 5 ou 6, il n'y a pas de défense. Ici, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses. On va les mettre dans l'ordre pour que vous voyez bien. Déjà j'ai fait un 1. Donc un 1, je rappelle, à chaque 1, forcément plus vous donnez de coups, plus vous lancez de dés, plus vous fatiguez. Hein. Ça marche avec, donc ça c'est fait. Celui-là il est loupé, celui-là il est loupé parce qu'il fallait un 4. Là j'ai potentiellement 2 dégâts. Donc déjà je vais faire 2 dégâts à mon ami chef orc. Ce qui est plutôt bien parce que vous l'avez vu, il a que 5 points de vie, donc il en reste plus qu'un, donc tout va bien. 1 point de vie et il meurt. Mais aussi sur un 6, j'inflige des dégâts à tous les monstres qui sont engagés. Engagés, c'est-à-dire à portée en ligne de vue, donc là potentiellement, pas les héros, on ne tape jamais les héros, tous les monstres qui sont engagés, donc lui c'est-à-dire qu'il va aussi prendre les 2 dégâts. Donc on va lancer pour le coup un dé défense pour cet orc là aussi. Il fait toujours pas de défense, donc lui il va prendre les 2 dégâts, sauf que lui il a 2 points de vie et il prend avec 2 dégâts, 2 moins 2, 0, il meurt et il vient ici. Et quand il meurt, il a un petit icône trésor, on va venir placer un petit squelette pour montrer qu'on pourra fouiller si jamais on a le temps. Donc là c'est une superbe attaque. À noter que j'ai tué un monstre, je gagne un pion d'action. Vous voyez que si je veux, je peux continuer, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Vous voyez que là, avec la mécanique des actions, on peut voilà, enchaîner les attaques, etc. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une attaque 2 que je n'ai pas encore faite, toujours sur le chef orc. Ou allez, on consomme toute notre énergie. Une attaque 3. Et là pour le coup, cette attaque spéciale, cette attaque unique, fracas d'acier, nous dit qu'on ajoute plus 1. Donc au lieu de faire du 4, ce sera du 3. Alors, c'est parfait. 3, 4, 5, les 3 touches. Donc là, potentiellement, je fais 3 dégâts. Sauf que le chef orc en annule une. Donc je refais 2 dégâts. Il passe de 4 à 6. Le chef orc, pouf, trépasse. Vous noterez qu'il a aussi un pion trésor. Donc on met un petit pion ici. Je ne regagne pas de pion, hein, parce que c'est bien écrit que quand il tue un monstre, c'est une fois par tour. Sinon, on s'arrête jamais. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est bien. C'est très très bien. Rodin, lui, tout seul, a fait ce pourquoi il est là, hein, c'est-à-dire tatané. Et Sepia, là on peut maintenant tranquillement se diriger vers la sortie. Donc ce qu'elle va faire, Sepia, je vais quand même fermer ça, parce que vous voyez que là il y a une zone d'apparition, et Rodin ne pourra pas sortir. J'ai peur qu'un monstre apparaisse entre temps, et voilà, nous dérange encore. Donc on va faire un fouiller 4, 1, 2, 3. Donc je vais fermer cette zone pour être voilà, tranquille. Hop. Au moins si ça apparaît, ce sera que ici. Et avec la dernière action, je vais faire un mouvement de 4. 1, 2, 3. Je vais pas sortir tout de suite, je vous montre tout de suite pourquoi après. J'aurais pu aller ici et sortir, mais l'idée c'est que j'aimerais fouiller les 2 zones là avant de finir.
Et j'ai plus d'action, c'est terminé. On lance l'action des monstres. On fait 3, qui nous dit d'apparition d'un monstre en zone 3 qu'on a fermé. Tout va bien. Donc c'est au tour des héros, on récupère. Alors là, je vous montre juste pour le jeu, même si c'est fini. Vous récupérez ces deux-là, sauf que ici, vous venez mettre un pion vide dessus, pour montrer que vous ne pourrez plus l'utiliser de l'aventure. Donc, comme je vous expliquais, c'est utilisé avec du coup parcimonie quand vous utilisez ces attaques, parce que vous ne pouvez plus les utiliser là, et du coup il vous reste que cette partie-là à utiliser. Je me rends compte que je vous ai pas montré les actions vertes. Les actions vertes s'utilisent donc pendant les tours de monstres. Par exemple, si le chef orc avait attaqué Rodin, j'aurais pu, c'est bien écrit dessus, avant le jet de défense, ajouter un dé à votre jet de défense. C'est-à-dire que avant de lancer votre jet de défense, vous dépensez une action pendant le tour des monstres, et là j'aurais pas eu 2 plus 1, mais c'est-à-dire 3, j'aurais eu 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 4 dés de défense. Vous voyez que quand Rodin se met en position de parade, potentiellement avec 4 dés, il a moyen d'arrêter pas mal de choses et de tanker. Donc là on l'a pas fait. Et Sepia, elle effectue une attaque immédiatement après qu'un mouvement visible termine son mouvement. Donc si elle est là et qu'un monstre arrive ici par exemple, vous pouvez dépenser une action et faire une attaque gratuite pendant le tour des monstres. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ici, vous voyez qu'il me reste 3 points de vie, 2 points de vie. Alors ça a été une partie globalement facile, on a eu beaucoup de chance, vous l'avez vu, hein, j'ai pas sorti de monstre. Donc la partie est passée quand même facilement. Donc là je vous montre juste comment récupérer éventuellement les trésors. Donc là je vais faire un fouiller 2. Donc pareil, il ne faut pas qu'il y ait de monstre visible et de piège. Donc je vais choisir une case à 2 cases Rodin, on va dire celle-là. Donc on défausse le pion, on lance un dé, si je fais 5 ou 6, je récupère une pièce d'or. Bah, génial. Donc les pièces d'or, pareil, c'est des petits pions que vous gagnez, que vous pourrez découper. Donc là, on va le mettre là pour le jeu, pour que vous le voyez. On va enlever ça. Hop. Donc ce corps-là a été fouillé. Sepia va faire un fouiller 4, 1, 2 sur celui-là. On défausse. On lance le dé. Oh, bah disons, elle a de la chance. Partie chanceuse. Donc là, je gagne 2 pièces d'or. Il en restera encore un, mais bon, on le verra au tour d'après. Là, je vais faire un mouvement de 4. Je viens ici, je fais sortir cette pierre, étant donné qu'on a tué le chef orc, tout va bien. Et je vais faire un mouvement de 3 avec Rodin. 1, 2, 3. Voilà, on va lancer le dé des monstres, même si on s'en fiche un peu. Parce que là, même si je faisais 5, il y a un monstre qui sera apparu ici, le temps qu'il revienne, j'avais largement le temps de partir. Tour des héros, Sepia n'est plus là, elle ne compte plus. Par contre, Rodin, il reste 2 actions, on va faire un fouiller 2, 1, 2, voilà, c'est jamais, hein. Si on fait encore un 5, un 4, bon, loupé, et terminé. Vous voyez que vous fassiez, peu importe le chiffre que vous sortez sur le dé, vous défaussez le pion, et vous ne pouvez plus fouiller, hein. Donc c'est une fouille par pion. Et ensuite un mouvement de 3, on quitte, on prend l'escalier, on descend dans les profondeurs du sous-sol et se passe du coup une nouvelle aventure que vous verrez si vous décidez de vous joindre à l'aventure. D'accord. Donc là je vais enlever tout ça juste pour vous montrer, une fois qu'on a rempli les conditions d'objectif, trouver la sortie du sous-sol, on va lire la fin de l'aventure. Je vais pas vous spoiler, voilà, hein, si vous voulez vous spoiler, vous le faites tout seul. Quoi qu'il en soit, vous avez une partie donc fin d'aventure ici, et une partie récompense. Donc là, on vous dit que vous gagnez 1 XP. Oui, les XP, c'est soit des pions comme ça, soit vous pouvez, à la fin, vous avez un petit journal de suivi de campagne qui vous dit l'aventure suivante. Donc là, ce sera aventure numéro 2. L'expérience gagnée, là, 1 XP. Vous gagnez 1 XP. L'or gagné, donc là, vous gagnez une pièce d'or en plus. Donc on a gagné 2 plus 1, ça fait 3. Et les gemmes de l'éternité gagnées, pour l'instant on n'en a pas. Et la particularité de l'aventure 1, vous gagnez un nouveau héros. Mais ça je vous laisserai découvrir si vous jouez par vous-même.
Donc voilà pour la petite présentation de les quêtes des gemmes de l'éternité. Vous voyez, je ne vais pas trop chronométrer, mais grosso modo, on a une... avec explication aussi, là j'en ai pour 1h30, avec explication. Donc une partie normale, c'est entre honnêtement allez, 20 et 45 minutes. Si vous savez jouer en moins de 30 minutes, je pense que c'est fait. Mise en place très rapide. Donc il n'y a aucun... là-dessus c'est un avantage, je dirais, du jeu. Après vous pouvez aussi, autre avantage, utiliser tous vos goodies, toutes vos figurines et pions que vous avez déjà chez vous. D'accord, le livre vous permet justement d'utiliser tout ce que vous avez à portée de main chez vous. Et c'est plutôt agréable. Vous voyez que là, au lieu d'utiliser ces pierres, avec un pion, je veux dire, j'aurais pu très bien utiliser une petite figurine. Et pareil, si vous avez des monstres en figurine, et des portes, vous pouvez mettre des portes, vous pouvez mettre des jammes pour cacher les numéros. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et quoi qu'il en soit, la base de l'aventure elle est là, avec un scénario, une quête, une campagne, des récompenses à piocher, à gagner, de nombreux monstres à affronter. On n'a pas que des gobelins et des orques, je vous rassure, ça va se corser. C'était la partie d'initiation, elle était facile, mais les autres aventures ne sont pas aussi simples, surtout que j'ai eu des jets plutôt favorables. L'aventure 2, voilà, se présentera comme ça, toujours avec un objectif, etc. Une nouvelle map, les héros descendent dans les grottes. L'aventure 3, je peux vous la montrer, etc. Ok. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais vous voulez vous lancer dans la quête des gemmes de l'éternité, le lien se trouvera en bas de la description, de manière à ce que vous puissiez vous procurer votre bouquin. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.